Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Quand le gouvernement désire qu'une mauvaise période prenne fin, la tendance est d'appliquer le plan B. Non, pas le plan Salvateur que l'on sort de sa manche au dernier moment afin de redresser drastiquement la situation endurée. Dans la macronerie, le plan B est plutôt de choisir par ordre alphabétique. Alors évidemment, après Barnier, voici Bayrou, Premier ministre. Ce qui n'est pas de chance, pas de bol. Nous n'aurons pas le sauveur tellement attendu. Mais au fait, pourquoi attendre puisque tout ce qui vient des politiques n'est qu'illusion et mensonge de gauche ou de droite. Seul le nom des partis change, ceux qui composent ce petit monde sont des copains de promotion qui à l'unisson se protègent. N'espérons rien d'eux et construisons l'ouvrage si beau qu'est une société vivant en démocratie. Bonsoir à vous et bienvenue dans la France libre. La démocratie, c'est le travail du CNTF/CH. Bienvenue à Philippe, bienvenue à Bruno, bienvenue à Jean-Pierre et surtout bienvenue à vous. Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux dames, bienvenue aux messieurs et bienvenue à mes collègues ce soir. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Voilà, alors vas-y Philippe. Je veux bien, sans spoiler les informations récentes qu'on a reçues, je crois qu'il y en a une qui est importante et qu'il est urgent que les Français entendent. C'est la condamnation de Monsieur Sarkozy à 1 an de prison ferme, a priori, hein, après nos informations, on l'a vérifié. Ça vient de tomber et c'est la preuve que la justice commence à fonctionner, à refonctionner, hein, puisque jusqu'à maintenant c'était des blocages qui empêchaient la condamnation de ces messieurs en fonction de la couleur politique du gouvernement, on va dire ça comme ça. Il semblerait que soit cette couleur a changé, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a toujours Monsieur Macron en lice, soit l'influence tout simplement des personnes en lice, justement, eh bien, est en train de baisser. Alors au profit de quoi on en reparlera tout à l'heure, et au profit de qui surtout, on espère le nôtre. Pour l'instant, on voit apparaître un petit bout de justice et de justesse, tout simplement, dans un certain nombre de choses. Voilà ce que je voulais dire rapidement en introduction. On va revenir sur ces sujets-là. Très bien, mais puisque personne ne veut parler, moi je vais vous proposer l'actualité en images, et justement on va parler du Premier ministre. Est-ce que François Bayrou se torche avec l'argent de nos impôts ? François Bayrou décide de cumuler ses mandats, c'est-à-dire qu'il décide d'être à la fois Premier ministre tout en restant maire de Pau. C'est toujours la même chose, on va lire ensuite l'article, mais en général les politocards justifient ça en disant « ça me permet d'avoir un ancrage dans un territoire ». En vérité, leur objectif c'est évidemment de pouvoir cumuler des revenus, de pouvoir cumuler des clients, parce qu'ils ont une clientèle, ça leur permet de donner des marchés publics, de prendre un petit billet au passage. Ça leur permet donc d'avoir une clientèle locale en plus d'une clientèle nationale. La clientèle nationale, c'est celle qu'ils ont en disant voilà, je vais faire une exonération d'impôts, une petite niche fiscale pour les notaires de province, de zones périurbaines, de je sais pas quoi. Et ça leur permet comme ça de s'acheter quelques clients, donc quelques voix, donc de garantir leur rente d'argent public. Et ça leur permet également de cumuler plusieurs retraites, et c'est comme ça qu'ils sont rentiers, millionnaires d'argent public, et qu'ils peuvent comme ça se construire un patrimoine sur notre dos. François Bayrou dépense 12 000 € pour donner 25 000 € à Mayotte. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous allez regarder ça, mais c'est complètement fou. À peine nommé, déjà critiqué. François Bayrou, Premier ministre, est au centre d'une première polémique pour son premier déplacement. En cause, un vol de courte durée ayant coûté très cher aux contribuables. Le tout pour voter une aide nécessaire à cause du changement climatique. Je sais pas ce que c'est que ce journal, mais parler de changement climatique pour une catastrophe naturelle, je trouve que c'est complètement fou de faire le lien aussi rapidement. Mais donc, la polémique enfle et François Bayrou est au cœur de la tempête. En prenant un jet privé à 12 000 € pour un trajet de 52 minutes afin d'aller présider le conseil municipal à Pau, le Premier ministre a réussi l'exploit de déclencher une vague de critiques. À l'heure où les Français se serrent à la ceinture, ce vol en Falcon 7 résonne comme une provocation. La facture estimée pour ce court vol, ce montant révélé par des élus de gauche, de quoi donner des sueurs froides. Je n'abuse jamais des moyens de l'État. Les ministres, Premier ministre et Président de la République, oui, ils sont accompagnés par des services de sécurité contre des incidents, des services de sécurité médicale, des services de sécurité de transmission. Alors c'est évidemment plus facile que de trouver des avions de ligne. Il est Premier ministre depuis pas longtemps et il est déjà vedette, ce monsieur Bayrou. Oui, il essaye de nous éclairer. Écoute, Sylvain,
Oui, et puis, comme tu dis aussi, Philippe, de toute façon, il n'a qu'à payer à ce moment-là, lui, de sa poche, son voyage, tout simplement. Souvent, les politiciens justifient le fait de cumuler les mandats justement parce que pour eux, c'est une attache locale. Mais c'est bien la preuve qu'ils sont coupés du reste de la population, sinon ils n'auraient pas besoin de faire tout ça. Et après, je suis désolé pour Monsieur Bayrou, mais on a toujours des images de ce qui se passe à la télévision. Quand on dit quelque chose, c'est enregistré, il faut faire attention. Oui, mais Monsieur Bayrou, ce qu'il a dit, ça m'a pas scandalisé sincèrement quand il explique qu'on a besoin de sécurité à tout niveau. C'est la vérité. La question, c'est est-ce que ça coûte aussi cher? Bah oui, ça coûte très cher parce que on est très riche. Donc évidemment, comme dit Louis de Funès, les riches c'est fait pour être très riches et les pauvres être très pauvres. Donc là, un avion, comment dirais-je, oui, un affrètement d'avion qui a coûté 12 000 euros, il aurait dû en coûter la moitié sur un vol normal, standard. Or, il n'a pas pris un vol standard normal pour les raisons qu'on vient d'évoquer, de sécurité, blablabla. Bla, 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 bla. Donc tout ça, ça peut passer devant un juge. Nous sommes nous-mêmes le peuple et nous sommes nous-mêmes juges en l'occurrence. Bon, bah voilà, ça a coûté de l'argent à la nation. La question est-ce que ce déplacement était utile et dans quelle mesure il était utile? Voilà, c'était ça la question. Sachant qu'on a cru comprendre quand même, non pas dans cet article-là, mais un peu plus tard, oui, un peu plus longtemps dans le temps, que rien n'avait été prévu pour venir en aide aux pauvres gens de Mayotte, tout simplement. Hein. Et ça me fait furieusement penser à ce qui s'était passé à la même chose. Il s'était passé la même chose à l'île de Saint-Martin. Souvenez-vous, c'était au début de la première période de monsieur Macron qui s'était rendu sur place. Et il y avait eu des milliers de morts, et il y avait eu des morts non seulement à cause de l'ouragan, mais à cause du fait que, à cause de l'ouragan, les prisons s'étaient par miracle ouvertes, et les arsenaux également, direz-vous. C'est-à-dire que les prisonniers ont eu comme premier réflexe d'aller dans les arsenaux et de rançonner à peu près tout le monde sur l'île qui était bien en souffrance suite à cet ouragan. Donc on est sur des croisements de causes et des faits, en l'occurrence pour Saint-Martin, l'île de Saint-Martin, dont on n'a jamais vraiment eu beaucoup de nouvelles depuis ce triste événement. Hein. Donc quand on cache les choses, elles n'existent pas en fait, hein, d'un point de vue strictement de la communication. Je n'en ai pas entendu parler au journal du 20h, c'est que ça n'existe pas. Ça, c'est ce qui est dans l'esprit de la majorité de nos concitoyens, que je ne songe pas à traiter de quoi que ce soit. Je dis simplement, soyez attentifs à ce qu'on vous dit et soyez attentifs à l'oubli des choses, parce que c'est avec l'oubli des choses que nous mourrons. Hein. Il y a un poète qui a écrit ça, Paul Éluard, si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. C'est-à-dire que si nous perdons notre mémoire de ce qui s'est passé, eh bien, nous serons les suivants sur la liste de la disparition des gens sans que personne ne s'en inquiète. Voilà. Donc il faut s'en inquiéter et rappeler par instant ce qui s'est passé, les graves moments de notre histoire. Voilà. Quant à la remarque qu'a fait ce monsieur, ce jeune homme, en disant que faire la transposition immédiate entre un ouragan et dire que c'est la dérive climatique, à cause de la dérive climatique, je suis assez d'accord avec lui sur le fond. Effectivement, il a raison. Pour comment arriver aux conclusions, le journaliste présente tout ça comme les causes du dérèglement climatique, mais qu'en sait-il? Est-ce que l'enquête a déjà été bouclée en moins de 24 heures? On ne sait pas. Par contre, ce qu'on est obligé de constater, c'est qu'il y a de plus en plus d'ouragans. Encore Valence récemment, on vient de parler de Saint-Martin, et ces cas d'ouragans de plus en plus dangereux, eh bien ma foi, nous conduisent vers des idées, des pistes de réflexion qui nous amènent vers le système ARP, qui maintenant est connu d'un certain nombre de personnes, en tout cas de ceux qui nous écoutent, H2ARP, par lequel nous savons que les armées, notamment de certains pays, ont la capacité à faire varier la température et à créer des conditions d'ouragans et de tempêtes énormes. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail technique, mais on les a, les détails techniques. Donc à partir de là, il s'agit d'une arme, et à partir de là, il s'agit d'une guerre, tout simplement. Donc cette guerre, contre qui est-elle dirigée? Tout d'abord et avant tout contre le peuple, car ce ne sont pas les dirigeants qui souffrent de ce genre de dérive climatique, ce sont les peuples qui vivent dessous, sous les nuages qui sont visés. Et on s'aperçoit qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus privilégiées, effectivement équatoriales ou pas tout à fait équatoriales, mais tropicales. Donc voilà, donc ces zones tropicales sont particulièrement sensibles. Et puis pour revenir sur ce qu'a dit ce journaliste qu'on a entendu à l'instant, il parle de petits billets. Alors c'est une expression de petits marchands du coin de la rue, c'est un petit billet. On peut se faire un petit billet. Alors, c'est assez amusant, sauf que là, en l'occurrence, les gens, les élus, ils se déplacent pas pour des petits billets, ils se déplacent plutôt pour des gros tas d'argent, quoi. C'est plutôt ça, comme ça que ça marche. Donc, ce petit billet m'a fait sourire et m'a fait penser aussi à un film que tout le monde a vu, qui s'appelle Les Ripoux, dans les années 80, où on voyait des gens qui fumaient un cigare, et c'était en fait des ripoux, justement, et
le patron du restaurant comprend qu'il est en train de se faire racketter et qu'il va falloir négocier le prix du racket. Et il dit, en guise d'introduction, ces messieurs prendront bien un petit cigare. Et l'un des protagonistes lui répond, pourquoi petit? Point d'interrogation. C'était Voilà. un film avec Thierry Lhermitte, si je me souviens bien, Absolument. qui adorait le cheval, là. C'est ça. Absolument. Donc il est par là. Pourquoi petit? Ben oui, quand on est à un certain niveau, on prend pas des petits cigares, on prend des très très gros cigares. Voilà. Et puis on prend des très très gros bakchiches aussi. Voilà ce que je voulais commenter sur ce qu'on vient d'entendre. Très bien, allons-y pour le sujet du jour. Lucien Ginsberg, Serge Gainsbourg et Jane Birkin ont chanté l'année 69 qui se devait être érotique. Nous, au CNTF-CH, on a bien mieux, on va changer de registre. On vous propose 2025, année de la transition. Tout à fait, Sylvain. Et moi, je vais reprendre, pour commencer, quelque chose qui a été dit il y a pas longtemps par le philosophe Michel Onfray, qui lui a écrit un livre où il suppose, au niveau de la théorie, de sa théorie, que les civilisations se modifient par sauts brutaux. C'est-à-dire ce qu'on dirait en physique quantique, par un saut quantique, d'un seul coup. Et actuellement, je vais vous donner 16 exemples de ce qui se passe actuellement dans le monde, et y compris en France, qui semble montrer que, évidemment, tout va changer en 2025 et que les révélations, la divulgation et tout ce que les soi-disant complotistes disaient depuis des années commencent à se vérifier, à se révéler exact. Et donc, les anciens complotistes seront bientôt considérés comme des gens qui ont dit la vérité avant tout le monde. Alors, je vais commencer par une chose toute simple. Donald Trump est venu à Notre-Dame. Tout le monde a remarqué qu'il avait une cravate dorée, une belle cravate jaune dorée. Et ce symbole, c'est le symbole de l'or, c'est le symbole de l'abondance et c'est le symbole du succès. Trump a toujours été avec une cravate rouge et là, brusquement, comme par hasard, il est venu avec une cravate dorée. Alors, je ne sais pas s'il connaît le symbole, mais c'est quand même un symbole révélateur et significatif qu'il veut rétablir une nouvelle période dorée pour son pays, déjà pour son pays et peut-être pour la planète. Le retour peut-être à une vraie prospérité. Deuxième point important, Elon Musk a libéré Twitter de toute la censure. Donc il a transformé ça en X, il a changé le nom en X. Eh bien, vous savez ce qui se passe actuellement? Eh bien, c'est qu'un certain nombre d'agences et un certain nombre d'associations wokistes ou d'extrême gauche comme Greenpeace et d'autres adeptes du réchauffisme sont en train de quitter Twitter. Vous savez pourquoi? Ben, tout simplement parce que comme il y a la liberté de parole sur X, un certain nombre de personnes se sont mis à dénoncer les fausses vérités, les fausses nouvelles qui sont propagées sur X par ces organismes. Évidemment, ça ne leur plaît pas d'avoir des contradicteurs parce qu'ils n'en avaient pas l'habitude jusqu'à maintenant. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont en train de changer. Troisième chose, toutes les plaintes qui se multiplient, dont une dernière plainte très importante qui a été lancée contre Brigitte Macron par rapport à ses véritables origines. Eh bien, on a pu croire pendant longtemps que notamment les dénonciations de faits et documents et de Natacha Ray étaient tombées dans l'oubli, mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, les choses commencent à sortir. Et par rapport à ça, d'ailleurs, Emmanuel Macron est de plus en plus poussé à la démission. Maintenant, de plus en plus de gens parlent de sa future possible démission, bien que lui ait toujours nié. Mais la situation fait que de plus en plus, il se trouve acculé au mur, à tel point d'ailleurs que un certain nombre de journalistes disent que si François Bayrou a été choisi comme Premier ministre, c'est parce qu'il a fait un chantage à Emmanuel Macron. Cinquième chose importante. Je suis désolé de te couper, Bruno, mais tu viens de me parler de Emmanuel Macron. Moi, j'ai vu là où se trouvait l'Élysée. Je crois que c'est comment ça s'appelle la rue c'est rue Faubourg Saint-Honoré. On dirait un vrai bunker. Il y a des grilles de partout. C'est impossible de passer. Normalement, c'est une rue où on peut passer en voiture. Eh bien, c'est difficilement faisable à pied. Ah bah oui, il s'est bunkerisé complètement. Alors je vais continuer sur la suite de ces points importants qui montrent que les choses changent. C'est que la catastrophe de Mayotte dont Philippe a parlé tout à l'heure, eh bien, elle éveille de plus en plus le peuple sur l'argent gaspillé.
notamment pour l'Ukraine, et l'aide soi-disant aux pays en développement qui en fait n'en ont plus besoin. Quand on peut imaginer qu'on a donné plus de 800 millions à l'Algérie et qu'on a donné plus de 100 millions à la Chine, je dis bien la Chine, alors que la Chine est un pays d'une richesse maintenant extraordinaire, eh bien, c'est du gaspillage. Eh bien, on devrait quand même s'occuper d'abord de notre peuple plutôt que d'aller gaspiller de l'argent à l'étranger et de donner notamment de l'argent pour l'Ukraine, alors que ça va dans 99% des cas dans la poche des dirigeants de ce pays qui sont les plus corrompus au monde. Donc, ce qui m'a fait sursauter aussi, c'est que j'ai vu sur les chaînes de télévision un appel aux dons du peuple pour Mayotte, alors que c'est l'État qui devrait, depuis des années, s'occuper de ces départements d'outre-mer pour que les gens puissent vivre d'une manière décente. C'est pas au peuple qui paye déjà beaucoup trop d'impôts de reverser encore de l'argent sous forme de dons. Donc ça, les gens s'en rendent compte aussi de plus en plus et beaucoup de gens protestent contre ça. Autre chose, toutes les plaintes et révélations dans pas mal de pays sur toutes les magouilles et les crimes contre l'humanité au moment du Covid. Là aussi, les langues se délient. Là aussi, les choses bougent. Il suffit de voir, par exemple, la nomination de Robert Kennedy au ministère de la Santé américain. Je pense que ça va faire bouger énormément de choses. Autre chose, l'effondrement des institutions de la Ve République, de plus en plus reconnues dans les médias, et le ras-le-bol fiscal de la population. On sent qu'on est à la fin d'un régime, on sent qu'on est à la fin d'un règne. Et puis, pour aller plus haut, au niveau de l'Europe, les poursuites contre Ursula von der Leyen, qui sont de plus en plus pressantes vis-à-vis d'elle, par rapport à toutes les soi-disant magouilles qui ont pu se faire avec les laboratoires et les commissions occultes qui auraient pu être versées. La fin programmée par Trump de la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, c'est aussi quelque chose qui va bouleverser l'année 2025, étant donné que Donald Trump a dit « ça suffit, il y en a marre de ces histoires ». Enfin, on a aussi l'effondrement déjà en cours de l'État profond aux États-Unis et par ricochet chez nous aussi. De plus en plus de médias, d'ailleurs, même chez nous, commencent à retourner leur veste. Il suffit de voir tout ce qui se passe actuellement, les dénonciations des batailles internes qui existent, notamment dans le journal Le Monde et ailleurs. Le refus par les peuples et les agriculteurs des accords néfastes comme celui du Mercosur, et aussi le rejet du projet de domination mondiale de l'OMS par plusieurs pays, dont les USA de Trump. Ça, c'est très important parce que nous l'avions dénoncé déjà il y a plus d'un an. Ce projet, je dirais, de domination mondiale de l'OMS en ce qui concerne donc les soi-disant épidémies, etc. Et ça a été quelque chose qui a failli rentrer dans la domination mondiale, mais heureusement, grâce à tous les lanceurs d'alerte, eh bien, un certain nombre d'États l'ont refusé. Et puis pour finir, comme tu l'as dit Philippe, la condamnation aujourd'hui même de Nicolas Sarkozy à 1 an de prison ferme. Alors on peut dire que c'est une magouille un petit peu parce que c'est vrai que la justice n'avait pas le droit d'aller écouter des conversations entre Nicolas Sarkozy et ses avocats. Ça c'est un scandale. Mais d'un autre côté, eh bien il faut bien reconnaître que toutes ces magouilles qui ont été faites par Nicolas Sarkozy, il faut bien qu'un jour il en paye l'addition et je ne sais pas quand il payera l'addition d'avoir mis en place le traité de Lisbonne en 2008 en violant totalement le référendum de 2005 où le peuple français avait dit non. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous très important parce que on considère, et comme de plus en plus de gens maintenant, même parmi les niveaux les plus élevés, on considère que c'est une forfaiture absolument inacceptable et que c'était déjà à l'époque, en 2008, la chute de la Constitution de la Ve République, qui de toute façon n'a plus que quelques mois peut-être à vivre. Voilà ce que je voulais dire un petit peu, mais on pourrait citer énormément de choses d'autres qui montrent que beaucoup de signes avant-coureurs sont là pour montrer que l'année 2025 va être une année de bouleversement et de révélation. Oui, je veux bien reprendre la main derrière toi. On laissera parler Jean-Pierre qui nous a rejoint, je crois. Oui, il nous a rejoint.
Voilà, J'étais toujours là, hein, mais j'avais coupé ma caméra parce que j'avais très peu de réseau là où j'étais. D'accord, donc je te passe la main tout de suite derrière. Je voudrais revenir sur la notion de signes. Il y a des signes. Effectivement, il y a des signes, mais pas CYGNE, hein, les oiseaux blancs là, mais les SIGNES. Parce que nous voyons des Macron, nous voyons des Trump qui font avec les mains des signes, alors que je n'ose pas traduire en kabbalistique, car je n'y connais rien, mais visiblement ce sont des signes, voire des signaux. Les signaux, je suis pas fait de sémantique, donc je ne sais pas la différence entre un signe et un signal, mais c'est de ça qu'il s'agit en fait. En fait, ces signes, ils existent. Et il y a une sorte de communication, vous savez, comme le télégraphe chape entre deux collines lors de la Révolution française, avec des bras, des machins, on faisait des signes et on s'envoyait des informations très précises à partir de télégraphes relayés de colline en colline qui permettaient d'avoir l'information à l'autre bout de la France en, allez, on va dire 2-3 heures. Et donc ça, c'était très important. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans la même logique, c'est-à-dire que ces signes ne doivent pas être accessibles au commun des mortels, mais ils doivent avoir une importance lorsqu'ils sont présentés à la télévision nationale ou internationale. On peut parler de ça dans les Jeux Olympiques qu'on a eu cet été, et on peut parler de ça notamment dans la Notre-Dame de Paris qu'on a évoquée tout à l'heure, avec la fameuse cravate dorée de Monsieur Trump. Alors, je n'ai aucune idée de ce que veut dire cette cravate dorée, mais ça peut être effectivement de l'abondance, ça peut être, je sais pas quoi, je connais pas l'interprétation des signes, j'ai pas le codage, j'ai pas le décodeur, si vous voulez, hein, mais personne ne l'a ou très peu de gens l'ont. Et ces gens qui l'ont se parlent par télévision interposée. C'est en tout cas mon intime conviction. Ces signes-là sont importants. On a vu également à Notre-Dame de Paris un prêtre porter un vêtement multicolore. Alors là, il y a eu tout un tas d'interprétations. Ça a été jusqu'à dire ce sont les couleurs de Google. Google a acheté la cathédrale avec le prêtre avec. Je sais pas si c'est vrai, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. D'autres ont dit que c'était des couleurs épiscopales dans des circonstances particulières, gna gna. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Et moi, j'ai cherché un petit peu, à mon modeste niveau, à reconnaître ces couleurs et ces formes également. Hein. Et je suis tombé sur le drapeau druze. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, qui sont les druzes. C'est une forme religieuse d'ismaélisme, donc qui se rapproche de l'islam, évidemment, hein, et qui est essentiellement circonscrite au Liban et en Syrie. Alors évidemment, je vous apprends rien en vous disant que le Liban et la Syrie sont au cœur d'une actualité brûlante. Mais qu'est-ce que ce prêtre pouvait éventuellement représenter ou vouloir dire avec un accoutrement, enfin en tout cas un habit de cette couleur-là, aussi voyant, etc. Et est-ce que j'ai eu raison d'y voir un lien avec les druzes? Et si oui, pourquoi? Je ne sais pas. Mais il faut chercher. Donc il faut chercher la correspondance des signes. Qu'est-ce qu'on a bien voulu se dire? Ces messieurs ont-ils bien voulu se dire entre eux? Peut-être à nous aussi, pour certains d'entre nous qui connaissons les codes, mais sans que ça se sache officiellement et que ça paraisse dans les journaux. Ben voilà, je sais pas. Voilà, c'est la problématique des signes. Nous sommes en plein dans les signes. Alors, voilà. Alors moi, il y a aussi une chose que j'ai relevée, c'est que tout à l'heure, monsieur JFK, monsieur Robert Kennedy Jr., le neveu de celui qui a été assassiné, et qui est pressenti effectivement pour être ministre de la Santé de Monsieur Trump, eh ben, il est mis au défi par ce Monsieur Trump, le même, de prouver le lien entre l'autisme et la vaccination. Alors, comme ça, de but en blanc, je me dis que ce monsieur, il a du boulot, parce que c'est pas évident de prouver un lien biologique entre l'autisme et la vaccination. Or, il se passe que depuis l'an 2000, il y a eu une croissance de fois 100, je dis pas 100%, je dis fois 100 de l'autisme depuis l'an 2000. Hein. Donc c'est un fléau, ça devient un fléau. Mais par contre, on préfère nous parler de la petite grippette que du fléau. Pourquoi, je ne sais pas. Tu sais, Philippe, tu parlais tout à l'heure de Macron qui faisait des signes avec Trump, etc. On l'a vu, Macron, dans beaucoup de costumes, et aujourd'hui, on le voit dans le costume de sémaphore. Il est quand même pas mal. Ouais. Sémaphore, c'est ma très grande force, comme dirait l'autre. Et oui, et donc oui, tout à fait. Merci. C'est ma force, ça va très bien. Et donc je termine avec rapidement avec Monsieur Kennedy qui va se heurter forcément à une difficulté, d'autant que nous disons que toutes les sociétés qui fabriquent des vaccins ont toutes été affirmatifs que ça n'avait aucun lien avec l'autisme. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ils arrivent à cette conclusion, et je pense que c'est par là que Monsieur Kennedy va devoir commencer. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Forfaiture, c'est fait. Oui, alors, il y a des gens qui retournent leur veste, je sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Bruno.
et notamment dans les médias. Et je suis particulièrement surpris, bien que je ne l'ai jamais suivi de près, par Monsieur Hanouna, qui faisait des bêtises drôles plus ou moins sur la télé à BFM, je crois, que je ne regardais pas vraiment, et que je redécouvre sur une chaîne de radio où j'ai plus d'habitude depuis longtemps, que je nommerai pas, où il fait parler des gens, il les laisse parler, ce qui déjà est un exploit, en tout cas un changement d'attitude, et ensuite ces gens disent des choses vraies et qui peuvent de temps en temps faire vraiment réfléchir, quoi. On n'a plus le sentiment qu'il y a un barrage, une présélection de ceux qui seront soi-disant tirés au sort du public pour dire leur vérité. Alors, Non, on a le sentiment que tout est ouvert. Oui, j'écoute. Philippe, c'est pas sur BFM, c'est sur C8. Évidemment, la chaîne qui va être supprimée par l'Arcom d'une façon absolument scandaleuse, et qui justement était la chaîne où il y avait le plus de liberté de parole dans les émissions de Cyril Hanouna. Bon bah pendant la fausse pandémie, c'était plutôt l'inverse, hein, c'était des informations et compagnie. Hein. Ah bah, il y a eu les deux, mais il faut pas oublier que dans les émissions de C8 de Hanouna, il y a eu énormément de personnes, notamment qui étaient classées comme complotistes, qui ont pu venir s'exprimer quand même. Hein. Oui, mais qui venaient s'exprimer, mais qu'on tournait en dérision. On a vu plein de gilets jaunes qui sont venus là et qui sont repartis et qui aujourd'hui n'existent plus et on ne se souvient même plus de leur nom et de la cause d'ailleurs. Mais ça c'est pas faux. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que au moins, il laissait ces gens-là venir parler. Alors c'est vrai que par exemple, si nous, au niveau du Conseil national de tradition français canal historique, on était invité dans une de ces émissions, eh ben on aurait face à nous des cadors de l'oligarchie qui seraient là pour essayer de nous démolir. Mais ça c'est normal. C'est normal. Tu sais comment ça se passe réellement dans les émissions de Hanouna, Bruno? En fait, c'est pas compliqué. Hein. Juste avant l'émission, ils ont un invité et en l'occurrence, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour démonter cet invité. Alors, ils vont trouver toutes les solutions, etc. Évidemment, ils vont sortir la doxa de l'État, mais leur but, c'est ça. Et ils sont bien briefés avant, justement, à ce que l'invité ressorte complètement bredouille et sans avis favorable, évidemment. Non, mais ça, c'est normal. Ça, c'est le jeu de l'oligarchie, hein, de toute façon. Oui, on a vu ça dans les élections politiques, notamment avec Monsieur Asselineau qui s'était fait détruire alors qu'il avait des arguments parfaitement recevables, mais il s'était fait détruire quand même. Donc voilà, donc bien sûr. Alors moi, il y a un signe que je voudrais aussi relever que j'ai trouvé amusant, c'est quand Monsieur Trump chante et s'égosille à chanter YMCA devant tout le monde. Alors je sais qu'il a une belle voix et qu'il sait probablement danser. Mais je pense pas que c'était l'objet essentiel de son intervention à ce moment-là. Alors, quel est l'objet de cette intervention? Question. Hein. Alors, il faut piocher un petit peu. Et puis, pour nous, Français, c'est moins clair que pour les Américains. Mais pour les Américains, ça l'est assez. C'est-à-dire que YMCA, en dehors de Young Man Christian Association, qui est l'équivalent d'auberge de jeunesse en français et qui a donné le groupe, je ne sais plus son nom. Village People. Village People, merci. Village People, dans les années 80, qui avait inventé cette chanson. Et donc j'ai vu aussi éventuellement une allusion à l'homosexualité, etc. Bon, apparemment c'était pas ça la piste. La piste, ça serait plutôt que YMCA, c'est ni plus ni moins que le surnom que les Américains donnent à Guantanamo. Vous savez, l'endroit où se passent les prisonniers de marque, où vont les prisonniers de marque en ce moment, à Guantanamo. Donc voilà, donc il envoie un signe aussi de cette façon-là, j'imagine. Soit on a envoyé des gens à Guantanamo, soit on va envoyer des gens à Guantanamo, quoi. Et ce signe, il est peut-être destiné à des militaires, il est peut-être destiné à ceux qui sont également concernés par la chose directement, c'est-à-dire les futurs arrêtables. Voilà, donc on continue d'être dans les signes, voilà. Jean-Pierre, tu as la parole si tu le désires. Ton micro, s'il te plaît. Le micro, vous m'entendez là? Ça, c'est mieux. Oui, très bien. Alors, j'ai fait partie des gens qui ont appris à compter les années, fêter les anniversaires, avoir hâte à la fête suivante. Déjà, quand nous étions enfants, les fêtes de Noël, de Pâques et tout ça, ça représentait quelques jours de repos. Il faut savoir que les enfants, quand un ouvrier a fini son boulot, la journée est finie pour lui. Il peut prendre une douche et essayer d'oublier sa journée de boulot. Un enfant ne peut pas, il a des devoirs à faire à la maison. Donc, pour l'enfant que j'ai été, les vacances et donc les fêtes, c'était précieux. Alors, il y avait des cadeaux en plus. C'était plutôt joyeux de faire des cadeaux et d'en recevoir. Toutefois, je suis au jour d'aujourd'hui. Tous les jours du passé, je ne peux plus rien échanger.
Et les jours de demain, je ne peux pas encore les changer. Alors, je me demande, pourquoi compter les années? Le temps, mais le temps nécessaire. Le changement prendra son temps, et c'est bien comme ça. Maintenant, je comprends que nous puissions avoir hâte à certains changements. Et toutefois, je m'invite à apprécier l'état actuel des choses. C'est ma seule richesse et mon présent. Donc, l'année 2025, c'est encore dans quelques jours. Et quelques jours contiennent des heures, des minutes et des secondes, des instants, des battements de cœur. À peu près un battement de cœur par seconde pour une personne à peu près courante. Pour un sportif, par exemple. Donc, un battement de cœur, c'est énorme, surtout si c'est le dernier. Beaucoup d'entre nous ont vécu les derniers instants d'un proche. Ces instants n'ont pas de sens dans le temps d'une montre. Ils sont à la fois infiniment longs et infiniment courts. Donc, apprécier les choses telles qu'elles sont. J'ai ouï dire de nouvelles qui me touchent. Quelqu'un est condamné à faire de la prison, sans sursis, je crois, ferme donc. Je me suis condamné souvent. Et j'ai aussi condamné mes frères humains et d'autres êtres comme des choses en disant par exemple, tiens, un objet ne marche plus comme je veux, je dis il est mort, je le condamne à mort. Je le mets dans une poubelle et adieu. Je m'autorise ce droit. C'est une société de fous qui s'autorise des droits vis-à-vis des objets, de les mettre dans les poubelles où ils vont être mal gérés. La seule façon de gérer la vie, c'est de créer des êtres ou de faire en sorte que les êtres soient heureux d'accomplir leur boulot. Donc de créer des recycleurs aussi vite qu'on crée des objets. La société de croissance n'est pas mauvaise si on crée en même temps la décroissance, à savoir démonter des objets qui ont été créés plutôt que de les mettre dans une poubelle. Alors je souhaite à l'humanité de réaliser qui elle est, dès maintenant, sans attendre l'année qui vient, et de s'épanouir, quel que soit notre passé. J'ai fait des erreurs, et des erreurs qui pèsent tellement lourd que je ne peux pas les pleurer. D'autres ont fait des erreurs, et je ne jugerai pas leurs erreurs. Je les invite simplement à s'épanouir ici et maintenant. Merci de m'avoir entendu. Merci à toi. Je vais rajouter une chose à ce que tu dis, Jean-Pierre, c'est qu'en fait, si on réfléchit bien, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des expériences vécues qui permettent de tirer des conclusions et d'avancer et de s'améliorer. Tout à fait. Merci. Alors, je vais faire un petit tour. En avons-nous fini, messieurs? Philippe, Bruno, Jean-Pierre? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, je vais conclure. Si je devais résumer cette émission, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais dire que le temps est venu, il y aura eu beaucoup de souffrances, mais tous les feux sont ouverts, la liberté et la démocratie sont à venir. 2025, année de la transition. Nous aurons l'occasion d'en reparler évidemment dans 48 heures dans notre prochaine émission La France Libre avec le Conseil national de transition français, Canal Historique. Excellente soirée et on se retrouve juste avant le week-end.